Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance a été adopté en décembre 2001. Décembre dernier a coïncidé avec les 20 ans de ce protocole, occasion saisie par des observateurs et autres organisations de la société civile pour faire l'évaluation de l'efficacité du protocole, d'où l'invite à revoir le fonctionnement même de l'institution. Quelle réponse de la CEDEAO face aux crises multiformes et complexes enregistrées dans l'espace ouest africain? Faut-il aller vers une réforme de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Les réponses en première partie d'émission. Justement, en Afrique de l'Ouest, de plus en plus, l'on assiste à des coups d'État militaires, des modifications intempestives des constitutions, mais aussi des conflits pré- et post-électoraux, ce qui semble annoncer un retour vers l'autocratisation. Le plus révélateur est la propension des dirigeants à contourner la limitation des mandats par des révisions constitutionnelles. Qu'est-ce qui explique ce retour de l'autocratisation dans l'espace ouest africain? Quels sont les reculs et progrès démocratiques notés dans l'espace CEDEAO? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler, nous sommes avec M. Alassane Seck. Vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci d'être là avec nous. Merci à vous, Daouda Sow. Merci à Medi Afrique pour m'avoir invité pour la deuxième ou troisième fois. Merci également pour la présence. Et en face de vous, nous avons M. Ibrahima Niang, Amadou Ibrahima Niang. Vous êtes docteur en sciences politiques. Merci également d'être avec nous. Merci pour l'invitation et je suis heureux de retrouver aussi le doyen Seck sur ce plateau. Et tout le plaisir est pour nous, M. Niang. Et je commence d'ailleurs avec vous. Je le disais en introduction, 20 ans depuis l'adoption du protocole de la CEDEAO pour la démocratie et la bonne gouvernance. Quelles sont selon vous aujourd'hui les avancées notées au cours de ces années quant à la prévention ou la résolution des conflits, au respect de l'état de droit et au respect même de la démocratie? Alors je pense que, comme tout le monde, en réalité que le protocole additionnel de la CEDEAO a apporté beaucoup de choses positives dans notre sous-région. Il faut rappeler qu'au début des années 90, la situation politique dans nos pays était une situation très délicate et que souvent on voyait beaucoup de conflits post-électoraux et aussi des organes de gestion des élections toutes naissantes qui ne savaient pas comment organiser des élections. Et il faut reconnaître que depuis que la CEDEAO a mis en place ce protocole additionnel et que l'institution s'est beaucoup plus impliquée dans l'assistance technique à l'organisation des élections et à l'assistance des différents ministères qui, dans certains pays, organisent les élections, il faut noter qu'il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès depuis les années 90, que ce soit sur le plan électoral ou sur le plan de la sécurité. On a vu ce qui s'est passé en 90-91 avec l'intervention de la CEDEAO au Libéria. On a vu comment la CEDEAO a pu prévenir une crise majeure en Gambie en 2016. Et on a encore beaucoup d'autres exemples qu'on peut donner. Donc, comparé à d'autres régions en Afrique, on peut dire que le protocole additionnel de la CEDEAO a vraiment permis d'éviter des crises profondes. Mais aujourd'hui, et je sais qu'on viendra à cela, il faut noter que ce protocole, en tout cas, ne permet plus de régler certaines crises politiques. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment en Guinée, on a vu ce qui s'est passé au Mali, on a vu ce qui s'est passé un peu plus tôt au Burkina Faso et dans d'autres pays de la sous-région. Et donc moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui la CEDEAO est face à un mur. Aujourd'hui elle est décriée, sa légitimité est mise à rude épreuve. Cette légitimité qu'elle avait, comme j'ai dit tout à l'heure, acquise au fil des années, en se battant, en étant, en ayant une posture avant-gardiste, cette crédibilité aujourd'hui, elle est en train de la perdre du fait d'un certain nombre de problèmes
sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Monsieur Seck, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Niang, la CEDEAO aujourd'hui est décriée, sa crédibilité également mise à nu, surtout par les populations au sein de cette région-là, à savoir la région ouest africaine. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela et quelle lecture faites-vous également des avancées notées depuis les 20 ans du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, bien sûr? Je vous remercie, Daouda. C'est vrai que nous pouvons constater avec regret qu'il y a eu une reculade ou un recul démocratique au niveau même du management de la CEDEAO. Parce que les têtes de pont de la CEDEAO n'ont pas donné le bon exemple. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense un peu aux personnes, les différents présidents de certains États de l'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas donné le bon exemple en n'ayant pas suivi les principes. Vous pensez peut-être tout de suite à la Côte d'Ivoire, je pense à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010, de cette guerre de 3000 morts, où il y a eu quelques résistances au niveau donc, de la gestion des élections présidentielles en 2010 en Côte d'Ivoire. Ensuite, ce qui s'est passé toujours en Côte d'Ivoire avec ce troisième mandat du président Ouattara. Donc dès lors, ces positions donc, ont jeté le discrédit sur la CEDEAO, que les présidents comme Ouattara, comme avant-hier Alpha Condé, qui pouvait être un exemple par rapport à son parcours en tant qu'ancien opposant, en tant qu'universitaire, avec son âge. Donc tout ça a donné un peu plus explique comme ça sa démarche de rester, c'est de discrédit, comme je peux l'appeler comme ça, comparé à ce qui s'est passé peut-être en 2016 en Gambie, comme il a bien dit. Hein. Nous avons eu à l'époque de la CEDEAO l'ECOMOG, qui était une armée très forte par rapport à la situation des pays, qui pouvait beaucoup réagir et sévir s'il le fallait. Donc tout ça, malheureusement, a fait qu'aujourd'hui, ce protocole est devenu désuet. Il est à la limite dépassé parce que les gens n'appliquent pas les principes qui sont édictés, qui étaient donc dits en 2001, vous l'avez dit, 2021, nous sommes en 2021, 20 ans donc de gestion où la plupart des pays n'ont pas joué le jeu. Et malheureusement, c'est ça le grand problème en Afrique. Les gens proclament, font des proclamations de foi, mais chaque fois qu'ils sont au pouvoir et qu'ils sont à la barre, ils oublient leurs promesses ou leur engagement. Et ce qui devait arriver, c'est ce qui arrive actuellement, que ces protocoles, ces engagements, ces conventions sont devenus carrément dépassés parce que piétinés, hein, donc foulés aux pieds par les dirigeants qui devaient donner le bon exemple. Et M. Niang, qu'est-ce qui semble expliquer cette désuétude-là de ce protocole-là? Le fait qu'on a l'impression que ce que veulent les dirigeants ou bien la situation mise en place par les dirigeants ne convient pas souvent aux populations à la base ou bien même aux gouvernants. Qu'est-ce qui explique cela selon vous, cette désuétude-là du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie? Alors moi je pense que globalement le protocole en tant qu'instrument a eu un résultat assez positif en général parce que ce protocole quand même nous a permis depuis les années 90 de faire certains bons en avant dans le renforcement de la démocratie et aussi sur le plan électoral comme je l'ai dit parce qu'aujourd'hui quand même dans toute la sous-région l'organisation des élections aujourd'hui est un motif de satisfaction même si effectivement dans beaucoup de pays jusqu'à présent on a encore de nouveaux problèmes dont on parlera tout à l'heure quand on parlera des questions d'autoritarisme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la CEDEAO fait face à des contraintes. Pour moi, la première contrainte, c'est des contraintes institutionnelles. Parce que le traité constitutif de la CEDEAO établit 3 organes. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et donc le pays qui assure la présidence de l'autorité des chefs d'État assure aussi la présidence du Conseil des ministres. Et on a vu dans un passé récent que cette position permettait aux pays qui assurent la présidence de l'autorité des chefs d'État d'imposer un agenda à la CEDEAO. Et donc il y a un déséquilibre des pouvoirs. Ce pouvoir exécutif donc est, si vous voulez, beaucoup plus fort que les 2 autres pouvoirs, l'exécutif et le législatif. Ce qui pose un réel problème aujourd'hui dans le fonctionnement de la CEDEAO. Il y a aussi le fait qu'une institution, par exemple, comme la Cour de la justice de la CEDEAO aujourd'hui, c'est mon avis personnel, je trouve qu'elle fait face à d'énormes contraintes. J'ai travaillé avec des organisations de la société civile guinéenne pendant... Surtout pour ce qui est des décisions rendues par cette Cour-là. Souvent, absolument. Elles ne sont pas suivies par les États membres
Absolument. Ou des fois, elle peut se déclarer incompétente sur des questions qui sont extrêmement importantes pour la communauté. Et c'est ça qui fait dire aujourd'hui à plusieurs gens que la CEDEAO est une... je pense que le terme qui est utilisé, c'est un syndicat de chefs d'État. Et en réalité, je veux dire, cela vient un peu occulter tout ce qu'ils ont fait de bon pendant 20 ans, parce qu'ils ont fait de bonnes choses. Mais aujourd'hui, sur des questions politiques, la CEDEAO n'arrive pas à se décider. La CEDEAO aurait pu éviter ce qui s'est passé au Mali avec IBK. La CEDEAO aurait pu éviter ce qui s'est passé en Guinée. Elle aurait pu éviter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc pour moi, c'est cette politique de... Voilà. De la CEDEAO qui aujourd'hui lui pose des problèmes. C'est vrai qu'elle a des contraintes institutionnelles, c'est vrai que la situation de la sous-région, le contexte a évolué, mais je trouve que la CEDEAO aujourd'hui en tant qu'institution n'arrive pas à, si vous voulez, se réformer pour aller dans le sens de ce que les citoyens veulent. Monsieur Seck, on va parler de l'insécurité notée dans le Sahel. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous des réponses apportées par la CEDEAO, surtout pour faire face au terrorisme que nous connaissons? Moi, je pense que de ce point de vue, il faut peut-être constater avec regret que la CEDEAO est impuissante. Elle a montré, elle n'a pas les moyens de sa politique. Là, actuellement, comme vous l'avez dit, depuis 2011, depuis l'éclatement de la Libye, la CEDEAO ou la zone ouest africaine est donc en proie à des difficultés énormes. Ce qui s'est passé avant-hier au Burkina Faso, où chaque semaine il y a une centaine de morts des forces de l'ordre, ce qui s'est passé au Niger, ce qui se passe au Mali, donc tous ces pays vastes qui n'ont pas les moyens d'être gérés par leur propre État, les États n'ont pas les moyens de gérer leur sécurité. Ça, c'est un constat. La CEDEAO n'a même plus le minimum. La CEDEAO avait une armée qu'on appelait l'ECOMOG, qui avait à l'époque intervenu au Libéria, comme il a bien dit. On n'entend pas plus parler, sauf si des cas extrêmes, comme le cas de la Guinée, comme le cas de la Gambie, où les gens étaient obligés de se mobiliser, faire un semblant avec le Sénégal et peut-être le Nigeria, pour faire face devant, donc, à l'époque, la résistance de Yahya Jammeh. Et ça, c'était une chose qu'il fallait faire. Maintenant, comme vous dites, est-ce que les gens ils sont dans la complaisance du fait qu'aujourd'hui, ils sont incapables de faire face? Parce qu'après la négociation, c'est la guerre. Est-ce qu'ils sont prêts à franchir le pas? C'est la bonne question. Je pense que ce n'est pas le cas. Pour la Guinée, ou plutôt pour le Burkina Faso, avec le départ à l'époque de comment on appelle l'ancien président Blaise Compaoré, la CEDEAO avait fait face. Je me souviens que Macky Sall avait été dans une mission spéciale pour rappeler les gens à l'ordre, pour demander qu'il y ait une transition pacifique. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout, comme ce qui s'est passé au Mali, avec IBK, qui était élu officiellement, démocratiquement, président? Le Mali, les militaires ont imposé leur force. Et en Guinée également. En Guinée aussi l'exemple du Tchad. Et en Guinée, parce que le Tchad c'est un peu en Afrique centrale, mais en Guinée, ils ont été complaisants avec la position d'Alpha Condé, qui avait réformé la constitution. Les gens n'avaient rien dit. Malheureusement, ils ont rappelé, enfin ça c'est pas de la CEDEAO, c'était à l'Union africaine qui avait rappelé au Tchad, ils étaient dans la complaisance avec la France, du fait que le Tchad était un pays stratégique, avec son armée qui était un peu l'armée qui pouvait aider un peu. Mais malheureusement, pour la CEDEAO, ils n'ont pas les moyens de leur politique. C'est-à-dire faire face, par la force s'il le faut, aux menaces qui pouvaient venir de quelques pays extrêmement difficiles. Il faut une armée expérimentée, il faut beaucoup d'armes, il faut beaucoup de moyens logistiques. Et malheureusement, la CEDEAO actuellement, en 2021, n'a pas les moyens de faire face. Et on va rester avec cette question des moyens de leur politique. En décembre dernier, lors de leur 60e session ordinaire, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté ont réaffirmé leur engagement à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité dans la région, conditions préalables à l'intégration économique et au développement de la région. À cet effet, des mécanismes régionaux de prévision existants, ces mécanismes régionaux déjà de prévision existants, vous semblent-ils efficaces face à la situation dans la région? Alors, moi je pense que le vrai problème de la CEDEAO, en fait, ce n'est pas la qualité des textes ou des mécanismes. Je pense qu'aujourd'hui, dans la zone CEDEAO, il y a de très bons textes, il y a des mécanismes qui sont là. Par exemple, sur la question de la sécurité, il y a un mécanisme qui a été mis en place, un mécanisme piloté au départ par le président en exercice, le président Nana Akufo-Addo, mais qui demande la contribution d'autres États, contribution financière. Mais aujourd'hui, est-ce que ces États-là ont les moyens de contribuer
dans ces fonds. Par rapport même à ce que vous dites, la plupart des États membres de la CEDEAO ne respectent pas leur engagement en matière de contribution volontaire au fonds d'appui à la mise en œuvre du plan d'action 2020 et 2024. Absolument. Est-ce que cela aussi ne freine pas un peu leurs ambitions, surtout pour ce qui est de la sécurité dans la sous-région? Effectivement, comme le disait le doyen, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut imputer aux États membres, parce que c'est vrai que le chantier est colossal. Le chantier est colossal. Donc peut-être qu'il faudra trouver d'autres mécanismes, en tout cas des manières de faire qui collent un peu plus à notre réalité économique et à notre réalité politique pour permettre à ces instruments-là de pouvoir fonctionner. Je pense que quand on parle aujourd'hui du protocole additionnel, quand on parle des règles sur la libre circulation des biens et services, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas effectif aujourd'hui. Avec une carte d'identité de la CEDEAO, vous ne pouvez pas voyager dans tous les pays de la sous-région. Oui. Moi, j'en ai fait l'expérience. Quand vous allez au Cap-Vert avec une carte d'identité, ou vous allez dans des pays anglophones, en Sierra Leone ou au Libéria, mais vous ne pouvez pas voyager avec votre carte d'identité. Or, nous sommes dans l'espace CEDEAO. Donc, vous voyez, pour moi, il y a ces problèmes-là qui se heurtent à une certaine réalité. Et qui me fait penser des fois que nos dirigeants, en tout cas, ne prennent pas des décisions qui sont réalistes. Et je pense qu'il faudrait aller un peu plus vers des décisions réalistes. Et pour y arriver, je pense qu'il faut qu'on prenne l'habitude de consulter la société civile. Je sais que nos dirigeants, en général, sont très allergiques à la société civile. Oui. Mais cette société civile, elle joue un rôle très important. Et je vous donne juste un exemple très concret, très rapidement. Dans l'élaboration de sa vision 2050, la CEDEAO a, semble-t-il, consulté la société civile. Mais moi, je décris ce processus de consultation que je trouve que ça n'a pas été inclusif. Je trouve que c'est une des organisations de la société civile qui ont été triées sur le volet, qui ont été mises ensemble pour proposer quelque chose. Mais ces organisations ne parlent pas au nom de tout le monde. Donc pour moi, c'est cette approche un peu élitiste, cette approche de club qui pose un réel problème, qui fait que lorsqu'on prend des décisions, que ce soit des décisions politiques, économiques ou qui ont un impact social ou environnemental, ces décisions-là ne seront pas appliquées. Et ça, c'est un réel problème. Et on reste avec cette vision 2050 là que vous venez d'aborder de la CEDEAO. Ça a également été adopté à l'occasion de la 60e session ordinaire. Une vision qui entend favoriser l'émergence à l'horizon 2050 d'une communauté des peuples pleinement intégrée dans une région paisible, prospère, avec des institutions fortes et respectueuses des libertés fondamentales, œuvrant pour un développement inclusif et durable. Mais est-ce que cela ne devrait pas d'abord passer par des réformes? C'est-à-dire, ne devrait-on pas d'abord aller vers une réforme même de l'institution avant de parler de cela? Mais absolument, Daoud. Comme vous l'avez bien dit, ça c'est de lyrisme. Quand j'entends, c'est tellement poétique, c'est tellement bien écrit que voilà, vous êtes tous dans les rêves. Donc tout ça, c'est loin de la réalité. Comme il a bien dit, nous n'avons pas les moyens. Quand vous entendez qu'on vous dise que le siège de l'Union africaine a été construit par l'Union européenne, que les financements sont faits par l'Union européenne, qu'on n'a pas le minimum, parce que justement au niveau de l'acceptation de l'engagement, les États rechignent à cotiser, rechignent à s'engager sur le plan financier. Donc quand il n'y a pas le minimum de moyens, on ne peut pas faire face. Or c'est le cas, les États peut-être sont très pauvres, extrêmement pauvres, au point de ne pas pouvoir respecter leur engagement financier, des cotisations de près de 1 milliard de francs, 2 milliards de francs par an. Donc tout ça fait pour dire qu'on a beau parler, on peut même faire des réformes au niveau des textes, mais dans la réalité des faits, quand nous arrivons à la pratique, comme il a dit, il veut aller dans un pays anglophone, le Libéria ou la Sierra Leone, tout de suite au niveau de la compréhension de ces gens-là, mais ils disent niet. Donc tant et si bien qu'aujourd'hui, on a beau légiférer, on va avoir des textes réformés, on doit réformer, on doit de façon régulière réformer, parce que les lois, par définition, ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. Dès lors, on doit pouvoir réformer régulièrement et adapter ça au contexte. Mais dans la réalité des faits, tant qu'au niveau de l'esprit, au niveau donc, de la sensibilisation des populations, des autorités administratives, surtout je pense aux hommes de tenue qui sont dans les frontières, il faut leur parler, il faut leur expliquer, il faut que les gens soient capables d'informer à temps pour qu'il n'y ait pas forcément de la corruption, parce que moi j'ai été une fois dans les frontières, systématiquement les gens attendent des pourboires, attendent l'argent en contrepartie d'un passage. Donc tout ça, c'est une forme de
comment dire, de sensibilisation des populations, des autorités régulièrement installées pour donc, encadrer les passages au niveau des citoyens. On a des cartes d'identité CEDEAO. Et aujourd'hui, ce problème de l'intégration là, sous-régionale, comment régler ce problème de l'intégration, mais également le problème des finances, surtout pour avoir les moyens de notre politique? Ça, c'est la bonne question, la grande question. Les moyens, ça ne se décrète pas. Les moyens, il faut les avoir ou ne pas les avoir. Il faudra que les gens acceptent de participer aux cotisations, aux contributions financières. Ça, c'est obligatoire. Moi, je connais des écoles. Une école qui s'appelait l'Institut africain d'informatique, où je suis passé. Mais l'école s'est tombée en désuétude, en décrépitude à cause du fait que sur 15 États, à l'époque, c'était les États de l'OCAM. l'OCAM, c'est l'Organisation commune africaine et malgache, qui est devenue après la francophonie. Les pays francophones d'Afrique s'étaient réunis en école, une école de formation. À l'époque, il y avait l'école de vétérinaire à Dakar, l'école de pêche à Nouadhibou, l'école de statistique à Kigali, l'école informatique au Gabon, et ainsi de suite. Ces écoles étaient des écoles d'élite pour des métiers donnés. Mais à force de devoir gérer les écoles, les gens n'ont pas eu les moyens parce que les États n'acceptaient plus de cotiser. Et c'est ça le grand problème. L'Union africaine, les gens ne cotisent pas. L'Union africaine n'a pas les moyens de sa politique. L'Union africaine est aidée de façon continue par l'Union européenne. C'est presque des scandales quand vous entendez ça. Donc tout ça, pour moi, Daouda, la priorité des priorités, c'est que l'État, un État qui dit qu'il est État, souvent ce n'est pas des États, qu'il y ait le minimum de participation pour assumer sa légitimité. C'est d'être accepté d'être un militant donc, du panafricanisme, en quoi du régionalisme, la CEDEAO en tant que tel. Il faut que les gens acceptent, que ce soit un petit pays, comme on dit entre guillemets, ou un grand pays. Les gens doivent accepter, respecter les engagements. Or, c'est la grande difficulté. C'est toujours dans le misérabilisme, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Alors que, par principe, ça doit se faire sans qu'on puisse avoir à faire de recouvrement forcé. Et ça, pour moi, c'est prioritaire avant d'aller dans la CEDEAO des peuples. La CEDEAO des peuples, pour moi, c'est un slogan, plus qu'une réalité. Monsieur Niang, aujourd'hui, beaucoup d'observateurs et d'acteurs de la société civile invitent l'institution à faire une réforme aujourd'hui, à aller vers une réforme, à s'adapter à l'ère du temps. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les réformes essentielles qui doivent être menées au sein de la CEDEAO? Je pense que les points essentiels qu'il faut réformer au niveau de la CEDEAO, d'abord, c'est comme je dis tout à l'heure, il faut d'abord régler cette question de ces problèmes institutionnels. Il faut donner plus de pouvoir à la Commission et moins de pouvoir, selon moi, à l'autorité des chefs d'État qui crée un certain déséquilibre. Pour moi, il faut régler ce déséquilibre d'abord. Deuxièmement, je pense qu'il faut créer un processus qui favorise une consultation très régulière avec la société civile. Et pas une société civile qu'on se choisit, une société civile comme font souvent nos gouvernants, une société civile avec laquelle on choisit de dialoguer. Oui, il faut choisir cette société civile-là qui des fois peut déranger. Parce que cette société civile-là, des fois, elle apporte des solutions que les autres ne vont pas vous apporter. Donc, il est extrêmement important pour la CEDEAO de se réformer dans ce sens pour être une CEDEAO d'abord des peuples. Alors, je pense aussi qu'il est important que la CEDEAO ait des programmes pour, si vous voulez, un peu se rapprocher des populations. Qu'elle puisse aussi avoir des programmes pour faciliter l'intégration. Parce que pour moi, faciliter l'intégration, c'est pas compliqué, hein, c'est assez simple. Je vous donne un exemple concret. Si aujourd'hui, on favorisait des programmes d'échange entre des jeunes Sénégalais et des jeunes Libériens et des jeunes Sierra-Léonais, etc. Lorsque vous discutez avec beaucoup de jeunes au Sénégal ou même dans d'autres pays, vous vous rendez compte que nous ne connaissons pas réellement notre sous-région. Du tout. On connaît mieux la France, le Canada, etc. et tout. Donc pour moi, c'est d'abord important de promouvoir ces échanges-là pour que les gens se sentent d'abord ouest-africains, qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils connaissent les autres pays et leurs histoires, pour qu'on puisse aller un peu, qu'on épouse tout cet idéal-là. Donc pour moi, la CEDEAO a un travail soft à faire, mais aussi un travail sur le plan institutionnel. Et dernière chose, c'est réformer en réalité la façon dont on choisit les commissaires de la CEDEAO. Parce que pour moi, aujourd'hui, ça doit être un processus très électif, où chacun peut prétendre à être commissaire de la CEDEAO si on a toutes les qualités et qu'on remplisse tous les critères. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi. Si on ne règle pas ces problèmes-là, on pourra parler de la vision 2050, comme le doyen l'a dit. C'est une vision, c'est très lyrique.
On pourra toujours continuer à parler des questions d'intégration, on pourra faire des textes, mais ça ne va pas fonctionner. On va se retrouver avec les mêmes problèmes dans 10 ans. Parce que pour moi, aujourd'hui, qu'en Guinée, on ait un coup d'État, qu'au Mali, on ait un coup d'État, après tout ce qu'on a fait depuis 90, pour moi, c'est un échec, oui. Sincèrement. Et on reste avec ces réformes-là pour parler cette fois-ci de la question des mandats présidentiels. Ce qu'on peut appeler les violations dites des coups d'État constitutionnels. Parce que souvent, on voit que certains présidents ont tendance souvent à modifier la question des mandats présidentiels pour se donner une troisième candidature qui peut aboutir souvent à un troisième mandat. Aujourd'hui, par rapport à cela, quel rôle devrait jouer l'institution pour remédier à cela? On les voit souvent condamner les coups d'État militaires, mais pour la question de la limitation des mandats, la CEDEAO ne se prononce pas très souvent. Comment remédier aujourd'hui à cette situation-là? Mais Daouda, c'est juste pour avoir le courage de ses idées, avoir le courage de dire qu'il faut arrêter, que ce soit des textes institutionnels qui ne sont pas dérogeables. C'est comme pour dire qu'un État est une république, ce n'est pas une monarchie. On devrait créer au niveau des principes même de la CEDEAO, au niveau des institutions qui font de la CEDEAO, des passages où on insiste sur d'abord la dimension de l'État, que c'est un État républicain, c'est une république, qu'il faut maximum de mandats, que ça soit écrit en noir et blanc. On ne parle pas ni d'esprit ni de lettres, mais c'est écrit 2 mandats. Quand tu as fait 7 plus 4, c'est un problème. On a dit 2, pas 3. On ne peut pas toucher aux constitutions. Il faut que les gens... Mais on nous a dit qu'aux États-Unis, en France ou même en Angleterre, les constitutions ne sont jamais touchées. On ne peut pas imaginer toucher à la constitution en pensant que déjà c'est pour viser une situation donnée. C'est ça le scandale. Qu'on puisse, quand on veut, à quelques 6 mois, comme on a dit, la CEDEAO demande de ne pas toucher les institutions 6 mois avant les élections. On ne peut pas toucher aux institutions quand on veut. C'est ça le grand scandale qu'on ose dire dans les textes fondateurs de la CEDEAO, avec les réformes que nous ferons, qu'il est impensable de passer à 3 mandats. Parce que par définition, les chefs d'État, c'est des personnes qui doivent passer, les institutions restent. Donc quand tu dis que je dois terminer un travail ou bien un chantier, c'est de la récolade. Ça, c'est vraiment prendre les gens pour des moins que rien. Parce que les chantiers sont toujours, par définition, continus. Tant qu'il y aura la vie dans un État, il y aura des chantiers. Et aujourd'hui, cette question de la limitation des mandats ou bien de modification intempestive de nos constitutions semble aussi annoncer un retour vers l'autoritarisme. Ce sera la thématique en deuxième partie d'émission. On se retrouve juste après. De retour sur ce plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Et c'est pour démarrer avec vous, M. Seck. 30 ans après le nouvel élan politique amorcé par les conférences nationales souveraines, la démocratie élective semble ne pas avoir répondu à tous les espoirs placés en elle, surtout en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Je pense que c'est une situation qui dénote de beaucoup de paramètres, notamment l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, pour moi, a été un argument pour beaucoup de responsables politiques, beaucoup de chefs, pour peut-être donner comme argument cette prise de pouvoir par la force. Vous voyez. Je pense que c'est vrai qu'au niveau de la gestion des élections, il y a beaucoup à dire. Parce que nous avons pu voir dans certains États que l'administration était déjà politisée. Tant et si bien que les élections ont été le lit pour la contestation, même la guerre civile. Je pense à la Côte d'Ivoire il y a 10 ans, il y a 11 ans. Je pense à beaucoup de pays où, à la limite, à la fin des élections, c'est la guerre, ou la guerre civile. Donc, ce qu'il faut constater, c'est cette pauvreté qui entraîne donc cette révolution ou cette révolte régulière des populations, parce que les gens en ont entre guillemets marre, et ça c'est peut-être dans tous les pays du monde, même les pays les plus riches comme les États-Unis d'Amérique. On a vu ce qui s'est passé au Capitole avec l'histoire de Trump qui a perdu les élections, qui n'a pas voulu partir. On pense aux gilets jaunes en France depuis 2017-2018. Donc tout ça pour dire que de plus en plus les populations sont assez difficiles à maîtriser, parce que les gens sont arrivés à leur limite d'attente et d'espoir. En Afrique, c'est vrai que cette tendance à être autocrate, c'est souvent une tentation. Nous avons vu ce qu'il aurait réussi en son temps. À l'époque, Blaise Compaoré, qui a fait 27 ans, avec le départ la tuerie de Thomas Sankara et de ses compagnons, ce qui s'est passé dans certains pays de l'Afrique centrale surtout, où c'est des familles entières qui gèrent le pays, c'est des tendances qui donnent peut-être beaucoup plus d'assurance d'être beaucoup plus, on peut dire, dictateur, un peu plus méchant pour se maintenir au pouvoir. Je
pense en Afrique centrale, le clan Kabila, le clan Sassou Nguesso, le clan Bongo. Donc vous voyez que c'est des gens qui sont... Paul Biya au Cameroun. Paul Biya, voilà, Paul Biya, presque bientôt 40 ans au pouvoir, parce que justement, ils sont arrivés à maîtriser donc, les différents foyers de contestation, et ça leur permet toujours de survivre jusqu'au jour où ça va clasher. Ce qui s'est passé en Guinée équatoriale, moi j'ai été en Guinée équatoriale, où les présidents, à la limite, c'est les empereurs. C'est comme au Congo-Brazzaville, c'est les empereurs. Ils se sont donné tous les moyens, avec l'aide donc des pays européens, pour se maintenir au pouvoir. Cette tentation de se maintenir donc, est justifiée par cette peur, d'ailleurs, c'est vrai, je le disais quelque part, de lâcher le pouvoir. Parce qu'ils sont tellement impliqués, ils sont tellement dans les ramifications, qu'ils ont peur demain de perdre le pouvoir, parce que demain, c'est l'incertitude. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura une chasse aux sorcières, comme ça se passe un peu partout en Afrique? Chaque fois que quelqu'un prend le pouvoir, il pense un peu à la chasse aux sorcières. Depuis quelques années, l'on note dans la région des interventions militaires contre le pouvoir civil, des violations de la Constitution visant à permettre à des présidents de rester pour des mandats illimités, comme l'a dit tout à l'heure M. Seck. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cela selon vous? Qu'un peu partout, cette autocratisation prenne de l'ampleur, surtout dans la sous-région, dans la région ouest africaine? Alors pour moi, il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a plusieurs raisons, mais... Et juste préciser que souvent, ces présidents-là, ils sont élus démocratiquement. C'est avec des règles démocratiques qu'ils sont arrivés au pouvoir, mais qui après utilisent d'autres moyens, eux, pour se maintenir. Absolument. Il y a plusieurs raisons. Vous savez, la Fondation Osiwa vient de publier un rapport sur l'autocratisation en Afrique de l'Ouest. Et dans ce rapport, on voit qu'entre 2010 et 2020, seuls à peu près 4 pays, donc le Burkina Faso, la Gambie, la Sierra Leone et le Niger, ont connu une avancée démocratique. Et que la plupart des autres pays, en réalité, même s'ils sont encore à des niveaux très respectables de démocratie, ont connu, si vous voulez, un certain déclin. Et pour moi, cela s'explique par plusieurs raisons. La première étant le fait que aujourd'hui, je pense que le doyen en a parlé tout à l'heure, dans ces pays-là, on cherche un peu à museler l'opposition. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'aise avec une opposition qui dénonce, qui est critique. On n'est pas à l'aise avec une société civile qui dénonce, qui est critique. Et surtout si cette opposition ou cette société civile touche à des choses souvent sensibles. Ça peut être, par exemple, la participation de la famille à la politique, au partage des ressources du pays, etc. Des personnes qui sont dans l'appareil de l'État corrompues, qui sont poursuivies et qui bénéficient d'une certaine impunité. Vous voyez donc, parce qu'il y a ces choses qui dérangent, parce qu'on ne veut pas que la société civile et ses autres acteurs touchent ces points, on muselle cette société civile. On restreint l'espace civique. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus cacher certaines choses. Vous voyez il y a quelques années, avant l'Internet et avant le boom des réseaux sociaux, on pouvait cacher des choses, des scandales, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut plus les cacher. Rien du tout. Ce rapport de l'ONG Osiwa sur l'autocratisation en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, quels sont les indicateurs sur lesquels ils ont travaillé pour aujourd'hui définir que tel pays ou bien telle localité est plus dans l'autocratisation ou bien est plus dans la démocratie électorale? Alors, je peux vous donner quelques indicateurs. Par exemple, la liberté de la presse, ce qu'on appelle l'ouverture de l'espace civique, c'est-à-dire la possibilité pour les organisations de la société civile de partager leurs points de vue, d'organiser des marches, de protester et de faire des propositions qui sont prises en compte. Il y a, le pouvoir des parlements, le fait que ces parlements-là ne soient pas soumis d'une manière ou d'une autre au pouvoir exécutif. Il y a la question de la lutte contre la corruption, la volonté politique qu'ont ces États. Pour moi, ce n'est pas seulement de mettre sur pied un organe pour lutter contre la corruption, non, c'est de sévir. Et donc ça aussi, ça fait partie des indicateurs. Et peut-être le dernier indicateur que je peux partager avec vous aussi, c'est bien entendu des institutions qui sont fortes, qui fonctionnent et qui arrivent à travailler
de façon indépendante et des pays aussi dans lesquels les constitutions ne sont pas et les lois ne sont pas manipulées pour éliminer des adversaires politiques. Parce que vous savez, avant, on disait qu'une élection, et c'est pourquoi on avait justement fait voter, introduit cela dans le protocole additionnel de la CEDEAO, pour dire, comme le doyen l'avait dit, qu'il ne faut pas changer les règles électorales 6 mois avant les élections. Ouais. Mais aujourd'hui, on gagne les élections 3 ans avant ou 2 ans avant l'élection. Ouais. On n'a plus besoin d'attendre 6 mois. Donc, dès qu'on voit des facteurs, en tout cas, qui permettent de croire qu'on est en train d'aller vers une violation des textes, une volonté de manipuler les lois électorales ou de museler des opposants, tout ça, ce sont des indicateurs qui permettent de voir des tendances autocratiques dans certains pays. Et M. Seck, parlant toujours d'élections, le niveau global de la démocratie libérale en Afrique de l'Ouest a régulièrement progressé du début des années 1990 jusqu'au milieu des années 2010. Mais depuis 2017, les progrès démocratiques en Afrique de l'Ouest sont au point mort. Et M. Nia a commencé tout à l'heure à développer là-dessus. Selon vous, qu'est-ce qui justifie cela? Vous êtes aussi dans le domaine de la protection des droits humains au sein de la Ligue sénégalaise. Absolument. C'est vrai que faut dire que peut-être cette démarche est arrivée à ses limites. Cette démarche où les gens acceptaient de jouer le jeu. Vous voyez, comme vous dites, tant que vous êtes hors du pouvoir, vous pouvez imaginer beaucoup de choses, comme nous l'avons vécu au Sénégal. Beaucoup de dénonciations, beaucoup de combats, beaucoup de luttes pour accéder à certaines positions. Mais dès qu'on y arrive, on freine des quatre pattes. Parce que justement, on est arrivé à des points de non-acceptation de passer, comment on dit, la ligne rouge. Malheureusement, c'est que sur le principe, les gens n'acceptent plus de jouer le jeu, de libérer demain le poste. Parce que justement, on est arrivé, comme vous dites, vers la fin de son second mandat, on craint pour l'avenir et on freine. C'est ce qui s'est passé en Guinée, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alpha Condé, universitaire, 83 ans, qui à quelques mois, il dit non, je vais rester, parce qu'on me l'a dit. Donc malheureusement, j'espère que le Sénégal ne fera pas ça. Parce que si demander qu'on puisse... On n'a même pas à interpréter. C'est ça la grande erreur, c'est de parler d'interprétation. Parce que c'est clair comme l'eau de roche que vous avez fait 2 mandats. Mais quelle que soit l'interprétation, les gens n'accepteront pas le principe. Wade l'a appris à ses dépens. Donc moi je pense que c'est dans l'esprit de nous encore Africains qui avons beaucoup à apprendre. Dans l'esprit. L'esprit, c'est d'accepter de jouer le jeu. Malheureusement, vous êtes toujours manipulé par votre clan, votre entourage, qui vous dit que vous êtes menacé, que vous demain, nous, on va mourir, on va nous arrêter. Et malheureusement, au Niger, il y a eu une transition normale. Le président est parti. J'en venais d'ailleurs. Des pays comme le Niger, la Gambie, le Burkina Faso, la Mauritanie ont connu au moins une forte progression démocratique de 2010 à 2020. C'était d'ailleurs ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Nia, c'est dû aujourd'hui aux alternances démocratiques que nous avons connues dans ces pays-là? Au Burkina, on a vu le départ de Blaise Compaoré. Au Niger, Issoufou qui a fait ses 2 mandats qui est parti. La même chose également en Mauritanie et en Gambie avec Diamé qui s'était entêté à rester, mais finalement avec l'intervention de la CEDEAO qui est parti. Donc est-ce que c'est dû à ces alternances démocratiques-là seulement, ou bien y a-t-il d'autres raisons qui prouvent ou bien qui témoignent de cette forte progression démocratique qu'ils ont connue en 10 ans? Je pense que l'alternance démocratique a joué un rôle extrêmement important. Pour moi, l'alternance démocratique a été le facteur qui a été le plus déterminant. Parce que c'est pourquoi moi je dis souvent aux gens, quand cet argument de troisième mandat, cette question de troisième mandat revient au Sénégal, moi je dis que je ne crois pas que le Sénégal va risquer de se mettre sur cette lancée. Pourquoi? Parce que dans le passé, on a eu des alternances démocratiques et on a vu ce que ça nous a apporté de bien. Ouais. Et on voit ce qui se passe dans la sous-région. Aujourd'hui, pourquoi la Guinée est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui? C'est à cause de la question du troisième mandat. Ouais. Pourquoi aujourd'hui, le Burkina Faso, n'oublions pas que ce qui a fait partir Blaise Compaoré, c'était quoi? Des velléités de troisième mandat. Oui. C'est ça qu'il a fait, de cinquième mandat. Oui, deuxième mandat. C'est ça qui l'a fait partir. Et aujourd'hui, c'est vrai que la situation sécuritaire du Sahel est beaucoup plus complexe, qu'il y a d'autres dynamiques et autres, mais je ne suis pas sûr que la situation du Burkina aurait été la même aujourd'hui si
Blaise Compaoré ne s'était pas comporté de cette façon. Bien sûr. Le cas du Mali, c'est vrai, ce n'est pas une question de troisième mandat, mais c'est aussi le problème de la malgouvernance. C'est la malgouvernance qui a fait partir Ibeka et qui nous fait repartir en arrière. Donc moi, je pense sincèrement, comme Issoufou nous l'a montré au Niger, hein, comme d'autres présidents l'ont montré, Ernest Bai Koroma en Sierra Leone, et vous verrez tout de suite le lien avec les résultats du rapport que je vous ai donné tout à l'heure. Tous ces pays que j'ai cités, ce sont des pays qui ont connu une alternance démocratique. Donc pour moi, l'alternance démocratique aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est la raison pour laquelle ça avait été écrit en lettres d'or dans le protocole additionnel de la CEDEAO. Et moi, je pense que l'un des problèmes justement de ce protocole additionnel, c'est que le régime de sanctions envers les personnes qui violent ces dispositions-là, ce régime de sanctions, il n'existe presque pas aujourd'hui. Voilà. Et comme le disait le doyen, pour moi aujourd'hui, quand on parle de coup d'État militaire, on doit aussi sanctionner les coups d'État constitutionnels. Ça doit être sanctionné. Et le régime de sanctions doit être revu. Je sais que la CEDEAO, pendant que nous sommes en train de parler, est en train de faire un travail de fond pour réviser le protocole additionnel. Et moi, j'ai été un peu surpris que cette question du protocole additionnel n'ait pas été soulevée, en tout cas, en lisant le communiqué de la CEDEAO, à la fin du sommet de décembre. Je n'ai pas vu cette question-là. Alors que cette question-là, aujourd'hui, est la question la plus importante dans notre sous-région. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question des troisième mandats, on risque d'avoir le retour des militaires. Ben, on a déjà le retour des militaires. Déjà, ils sont là. Ils sont là, au Mali, en Guinée. Et pour moi, c'est la même chose, que ce soit des militaires réformateurs ou d'autres militaires. Les militaires, c'est des militaires. Les militaires. Et on ne peut pas être démocrate. Et vous parlez actuellement des coups d'État militaires, que ce soit au Mali ou en Guinée. Mais aujourd'hui, qu'en est-il d'un pays comme le Bénin, qui avant était cité comme vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest, mais qui aujourd'hui, de plus en plus, on voit que le pays tend vers carrément une autocratisation avec des condamnations d'opposants et tout. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de la situation dans ce pays-là? D'ailleurs, le rapport en parle, il me semble. Absolument. Alors, le rapport dont vous parlez justement montre que le Bénin fait partie des pays dans lesquels il y a un recul démocratique extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques années, le Bénin était cité comme exemple dans toute notre sous-région. Mais aujourd'hui, il y a des pratiques qui sont similaires dans d'autres pays. Ces pratiques aujourd'hui, que ce soit sur le plan économique, l'accaparement du clan présidentiel, des ressources aujourd'hui, comment dire, on muselle l'opposition, on intimide les organisations de la société civile. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui les dirigeants avaient des moyens beaucoup plus sophistiqués, si vous voulez, pour restreindre l'espace civique. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui au Bénin, où on risque, si on ne fait pas attention, de retourner 20 ans ou 30 ans en arrière. Quel coup. Effectivement. Et aujourd'hui, vous, quelle lecture faites-vous de cette situation-là auquel on assiste, à laquelle, autant pour moi, qu'on assiste au Bénin? Au Bénin, c'est comme on l'a dit, hein, c'est une question de personnalité. Malheureusement, ils sont tombés sur un président qui a peut-être trompé tout son monde. Le président, je pense que Talon, Talon qui est un homme d'affaires. Je pense qu'il a trompé son monde parce que donc les gens ne pouvaient pas imaginer, tant que vous n'êtes pas à l'épreuve de la gestion du pouvoir, vous ne pouvez pas montrer votre caractère carrément. Hein. Donc je pense que c'est vrai qu'à l'expérience, à la pratique, on peut voir des personnes dans leur véritable visage. Et c'est ce qui se passe un peu, c'est ce qui se passe au Bénin. Parce que le Bénin, comme vous l'avez dit, était très en avance. Même si l'ancien président, le banquier de la BOAD, comment il s'appelle? Celui qui a été remplacé par Talon. Yahi Boni a essayé, il a senti très tôt qu'il voulait faire un troisième mandat, mais il a senti très tôt que ce n'était pas passable, ça ne pouvait pas passer, et il s'est retiré. Et allait donc se réfugier au niveau de l'Union africaine, et est devenu une personnalité ressource de l'Union africaine. Et je pense que c'est ce qui s'est passé en Mauritanie, mais pour le cas de la Mauritanie, comme pour le cas de la Guinée, plutôt de la Gambie, la Mauritanie, malheureusement, si vous voyez ce qui s'est passé après le départ du président Aziz, cette chasse aux sorcières peut influencer demain les présidents à pouvoir réfléchir à deux fois avant de céder le pouvoir. Parce que s'il y a après le départ une chasse aux sorcières, même si c'est peut-être mérité, ça va inciter les gouvernants actuels de penser à réfléchir à deux fois avant de céder, du fait que systématiquement il y a une chasse aux sorcières.
Et s'il n'y a pas reddition des comptes, est-ce que cela ne peut pas aussi aboutir à des dérives? Absolument, et c'est le cas, c'est ce que je disais. C'est vrai que dans la mauvaise gouvernance, vous devez assumer et peut-être rendre compte demain. Malheureusement, les gens ne savent pas, ou bien les gens oublient. Vous voyez ce qui s'est passé avec le clan Kabila. Après son départ, on a parlé de centaines de milliards au niveau donc, du Congo RDC, qui était géré parce que Kabila est son père, Kabila surtout parce qu'il a fait 18 ans, ou après, pas loin de ça. En tout cas, pour dire qu'en Afrique, ce n'est pas facile. C'est très difficile parce que tout dépend de l'esprit, de la culture démocratique que les gens qui vont prendre le pouvoir vont avoir, d'accepter de jouer le jeu, de laisser ce qu'on appelle la respiration démocratique, que l'opposition puisse s'opposer naturellement, que la société civile qui n'a aucun enjeu, aucun gain à prendre, puisse parler de façon libre. Et ça permettra à tout le monde de s'exprimer et il y aura moins de crispation, il y aura moins de frustration. Mais tant que les gens seront dans la menace, dans l'intimidation, comme c'est le cas dans certains pays africains, demain fera jour et les gens devraient rendre compte. Et c'est ce que ça passe un peu partout, malheureusement, après le départ des gens du pouvoir. Et Nia, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Des pays qui avant étaient cités en exemple de démocratie, qui aujourd'hui tendent carrément vers l'autocratisation. Comment en sommes-nous arrivés à cette situation-là aujourd'hui? Moi, je pense que l'une des raisons fondamentales, c'est cette question de l'hyper-présidentialisation. Parce que c'est extraordinaire, c'est comme le doyen le dit. Et moi, des fois, ça me fait réfléchir. Je me dis, mais comment est-ce possible qu'un seul homme qui arrive au pouvoir peut complètement changer la trajectoire démocratique d'un pays? Ça, c'est un problème fondamental. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on revoie notre système politique. Absolument. Il faut qu'on le revoie. Parce que sinon, pour moi, il n'y a pas d'autre explication vraiment aujourd'hui. Si vous prenez le cas de la Guinée aujourd'hui, comme je dis, quand Alpha Condé était au pouvoir, mais personne ne pouvait l'arrêter. C'est-à-dire, même le système qui était en place, même la CEDEAO, qui a son protocole additionnel et qui a des règles, ne pouvait pas, de façon claire, condamner ce qui se passe en Guinée. Donc pour moi, c'est vraiment une question importante qu'il faut réfléchir. Peut-être nos politologues, les personnes nos constitutionnalistes, etc., pourront nous aider dans ce sens-là. Mais vraiment, il faut déconcentrer. Il faut déconcentrer le pouvoir politique. Mais est-ce que cela est aussi en quelque sorte une invite pour aller peut-être vers des régimes parlementaires? Parce qu'en Afrique, un peu partout, ce qu'on voit le plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une certaine hyper-présidentialisation du pouvoir. C'est un homme qui a tous les pouvoirs, même s'il y a dans les faits séparation des pouvoirs, ou bien sur le papier, séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais l'exécutif est toujours présent, que ce soit dans la plupart de ces autres-là. Mais aujourd'hui, quelle solution? Est-ce qu'aujourd'hui, le changement de régime, ou bien tendre vers un régime parlementaire pourrait être la solution, ou bien penser peut-être à alléger ou bien à diminuer les pouvoirs d'un président et les partager vers les autres? Oui, moi je suis plus pour cette seconde option, parce que pour moi le régime parlementaire, on a vu ses limites. Hein, et moi je ne suis pas un grand fan du régime parlementaire, mais par contre, pour moi, un régime présidentiel avec des pouvoirs beaucoup plus modestes et des pouvoirs renforcés du Parlement et des institutions, et la décentralisation qui, pour moi, est aussi une clé fondamentale. Oui. Parce que si vous voyez dans beaucoup de pays, c'est la question de la décentralisation. Par exemple, au Mali aujourd'hui, si cette question de la décentralisation avait été réglée depuis un certain temps, on n'aurait pas eu, si vous voulez, ces problèmes à la base aujourd'hui. Au Mali, par exemple, dans beaucoup de territoires, les groupes terroristes signent des conventions avec les populations. Donc l'État n'a plus de contrôle sur certaines parties du territoire. Or, peut-être si jamais on avait des gouvernements locaux qui étaient très très forts, ces gouvernements auraient pu protéger les citoyens, subvenir à leurs besoins, etc. Parce que c'est par là où passent ces groupes. Et aujourd'hui, M. Seck, quelle solution face au développement de cette autocratisation en Afrique de l'Ouest? Donc, il a bien dit, je pense que d'abord, comme il a bien dit, j'allais même reprendre son propos. Moi, ce que j'ai constaté, même au Sénégal, cette hyper-présidentialisation. Le président, il nomme au poste civil et militaire de tous les fonctionnaires de l'État. Quand le président nomme le président du Conseil constitutionnel, ils ne sont pas élus par leur père, alors qu'ils devaient être élus par leur père. La Cour suprême, toutes les cours d'appel. Président du Conseil supérieur de la magistrature, chef suprême des armées. Il préside. Quand vous voyez avant-hier ce qui s'est passé,
avec le dernier conseil. C'est tenu au palais de la République. Mais pour moi, c'est un scandale. Le conseil n'est pas constitué par la magistrature, devrait aller à la Cour suprême, mais au Conseil constitutionnel. Mais le président, qui non seulement est présent, mais on a fait la réunion dans la présidence. Où est la séparation des pouvoirs pour cette institution aussi sensible qui doit juger, appliquer les lois? Je ne parle même pas de l'Assemblée, parce que là, je me souviens, à l'Assemblée, en 2012, on avait envoyé le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui était venu le matin pour dire aux députés, le président a dit que vous allez voter pour celui-là. En plein jour, à la surprise générale, ça, on l'a vécu en 2012, après donc 50 ans d'indépendance, qu'on en arrive à désigner de façon officielle en plein jour, sans cacher quoi que ce soit, que le président, parce que c'est le président de la coalition qui a exigé des députés de voter pour tel président de l'Assemblée nationale, qui doit proposer demain contrôler l'action du gouvernement. Donc ça va être difficile. Il faut que les réformes soient des réformes fortes et profondes. Et pour ce faire, il faut que les gens acceptent de jouer le jeu. Et que ce soit aussi des réformes qui soient verrouillées, qu'on ne puisse pas à chaque fois les changer. Fortes et profondes, mais verrouillées surtout. Parce que demain, on vous dit que le président ne peut pas nommer les magistrats. Les magistrats doivent avoir à gérer eux-mêmes leur carrière. Juste sur quelques secondes, puisqu'on en est presque à la fin. Aujourd'hui, M. Niang, quel mécanisme de préservation des acquis démocratiques? Les acquis démocratiques déjà existants. Aujourd'hui, comment faire pour les préserver et ne pas tendre vers cette autocratisation qu'on commence à voir un peu partout? Pour moi, c'est une responsabilité qui est partagée. Absolument. Parce que moi, j'ai vécu dans des situations où je me suis rendu compte que les verrous ne suffisent pas. Parce que vous pouvez verrouiller autant que vous voulez, mais demain, quelqu'un peut venir avec une autre clé pour vous dire que cette clé, elle vient de quelque part d'autre. Une hache. Une hache. Pour tout casser et déverrouiller. Donc pour moi, les verrous ne suffisent pas. Il faut que la CEDEAO joue son rôle. Il faut que, et je l'espère sincèrement, que lors du prochain sommet ou des sommets à venir, que la CEDEAO va nous aider à régler définitivement cette question du troisième mandat. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'interprétation possible. Que les coups d'État constitutionnels soient punis comme les coups d'État militaires ou civils. Et qu'on nous aide à avoir un régime de sanctions qui est fort et qui pourra décourager les chefs d'État. Que les pays qui aujourd'hui sont les têtes de pont, si je peux me permettre de les appeler ainsi, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, nous aident à montrer le bon exemple. Parce que si ces pays-là nous aident à montrer le bon exemple, et si ces pays acceptent de jouer le jeu aussi au niveau de la CEDEAO, ce protocole additionnel pourra être révisé et cette question de limitation des mandats pourra être réglée. Et la dernière chose, il faut aujourd'hui qu'on accepte que la société civile joue un rôle dans ces processus, qu'elle puisse être consultée, qu'on puisse l'inclure, favoriser sa participation dans ces processus, parce que cette société civile, elle travaille directement avec les populations. Tout ce dont vous venez de parler, M. Niang, invite aussi à aller vers une réforme de cette institution-là qui est la CEDEAO et on espère que cet appel sera bien sûr entendu. Nous en sommes malheureusement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Alassane Seck. Vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci à vous, Daouda Sow. Merci également à vous, M. Ibrahima Amadou Niang, docteur en sciences politiques. Ce fut également un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. Un plaisir partagé. Merci à l'équipe technique qui nous a facilité aussi la préparation de cette émission. Merci à vous également qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.